Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Votre rendez-vous 7e art, comme tous les mardis entre 8h et 9h avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas. Bonjour Philippe. Comment ça va ce matin ? Ça va très bien. Ce matin, il n'est pas tout seul, Thomas, il est avec Colline Confort, qu'on a le plaisir d'accueillir en plateau pour la sortie de son documentaire La vie acrobate, dont on va parler tout à l'heure. Bonjour Colline. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur M et merci d'être avec nous ce matin. Effectivement, on va découvrir votre documentaire tout à l'heure. Oui. Ça sera en deuxième partie d'émission. Mais pour l'heure, destination Cannes, et oui, Festival de Cannes. Que la vie acrobate, il y a aussi notamment le Festival de Cannes qui démarre aujourd'hui. Et je me suis posé la question de savoir si les Palmes d'Or étaient toujours synonymes de succès en salle. Est-ce que finalement ça vaut la peine de remporter une Palme d'Or ? Est-ce que ça garantit les entrées ? Alors il y a eu Parasite, dont on se souvient tous, cet incroyable thriller Palme d'Or 2019 qui a eu 2 millions d'entrées en France. On parle des chiffres en France, je n'ai pas réussi à avoir les chiffres en Suisse. En plus il y a la Suisse romande, la Suisse allemande, c'est compliqué. Mais à part Parasite, la Palme d'Or n'est pas forcément un synonyme de succès commercial. Sur les 73 films qui ont eu la Palme d'Or, il y en a seulement 34 qui ont attiré plus d'1 million de spectateurs. Il y en a même qui sont plutôt restés dans les limbes de la sortie. Est-ce que comme ça, d'ailleurs, il y a spontanément des Palmes d'Or dont vous vous souvenez avoir vu au cinéma et avoir aimé, Philippe, Elsa, Colline peut-être ? Les Palmes d'Or, comme ça, j'ai plein de films que j'ai aimés, mais je ne sais pas s'ils ont eu des Palmes d'Or comme ça à froid. Je suis un peu je dirais Apocalypse Now. Ouais, voilà, très bien. Voilà. Apocalypse Now, justement, tout à fait. Ouais. Il y a eu... les Palmes d'Or avec le plus de succès, c'était dans les années 50, avec notamment Le Salaire de la peur, dont il va y avoir un remake qui va sortir dans pas très longtemps. 1953, quasiment 7 millions d'entrées au cinéma. Le Commandant Cousteau aussi, 1956, Le Monde du Silence, avait fait 4 600 000 entrées au cinéma. Apocalypse Now, dont vous avez parlé à l'instant, 4 500 000 entrées. À titre de comparaison, Sans filtre, la Palme d'Or 2022, moi j'ai trouvé que c'est un ratage complet ce film, a attiré que 560 000 spectateurs, donc c'est-à-dire 10 fois moins. Voilà, on voit vraiment cet écart, donc c'est pas forcément un synonyme de succès. Et Pulp Fiction, le cultissime film de Tarantino, Palme d'Or en 1994, avait attiré un peu moins de 3 millions de spectateurs lors de sa sortie en salle. On se rappelle, ça rappelle évidemment quelques souvenirs. Et oui, ça donne presque envie de danser. Alors on se demande si la Palme d'Or de cette année sera synonyme de succès populaire comme de succès critique. Réponse dans 2 semaines. Et voilà, et puis je vous rappelle que durant ces 2 semaines du festival, 10 jours du festival, Jérémy Amsalag est sur place, il nous fait vivre un petit peu l'ambiance de la Croisette et nous ramène quelques images qui viennent du sud de la France. Et ça fait du bien, un petit peu de soleil là, on en a besoin parce qu'on en a un petit peu marre de ce temps pourri. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer, comme chaque mardi entre 8h et 9h. Et notre invité ce matin, Colline Confort, qui nous parlera tout à l'heure de son film, de son documentaire qui sort demain au cinéma, La vie acrobate. C'est pour tout à l'heure. Pour l'heure, on passe aux sorties de cette semaine et on passe à Fast and Furious. Et oui, on change d'ambiance par rapport au ralentissement du matin sur les autoroutes de Suisse. Fast and Furious, le 10e volet, débarque demain sur les écrans. C'est le 10e volet de la saga entamée en 2001 avec Vin Diesel. Alors, entre nous soit dit, quelle ironie de s'appeler Vin Diesel quand on joue dans des films sur des grosses bagnoles. C'est vrai que c'est son pseudo, et son vrai prénom, parce que je suis allé me renseigner du coup, est beaucoup plus classe. Moi je trouve que Vin Diesel, son vrai prénom c'est Mark Sinclair. C'est un peu agent secret et tout. Alors je ne comprends pas pourquoi du coup il a choisi un pseudo. Oui. Parce que c'est quand même un peu nul de prendre un pseudo qui est plus moche que son vrai prénom. Oui, mais il voulait pas confondre avec le DJ peut-être, c'est pour ça. Oui, peut-être, oui, c'est vrai. En tout cas, voilà, ça dure 2h20 d'affrontement sur les chapeaux de roue entre la bande de Dom Toretto et celle de Dante. Dante, c'est le fils du narcotrafiquant de Hernan Reyes que Toretto avait réussi à faire tomber dans Fast and Furious 5 qui était sorti en 2011. Autant dire que tout ça, ça ne rajeunit pas. À noter que le 10e volet est annoncé comme étant l'avant-dernier de la saga et que c'est le français Louis Leterrier qui le réalise.
Bon, Bon, bah ça ouais, dé- ça fait des booms, des Moi, je suis plaques. contente. Ça déménage. Ça Et moi, je suis déménage. contente parce qu'il y a Jason Momoa dedans. Ah oui. Et il y a aussi un passage de la fille de Paul Walker qui est décédée, qui tournait dans ce film. Ouais, ça déménage, ça pète dans tous les coins, on passe un bon Ouais. moment, c'est sympa. Alors, un bon moment, je sais pas, mais en tout cas, ça déménage et ça pète dans tous les coins. Oui. Mais oui, ça pète dans tous les coins. En fait, c'est pas un truc où tu vois, Oui, tu peux pas t'endormir devant un film comme ça. Voilà. Donc ça sort demain. Ça sort demain, Ça sort demain. Effectivement. Fast and Furious 10, ça sort demain aussi, et ça nous permet de revenir à Cannes. C'est Jeanne du Barry, le dernier film de Mai Wen, qui aura l'honneur d'être présenté en ouverture du festival ce soir. Alors, Johnny Depp dans le rôle de Louis XV est sans aucun doute l'attraction principale de ce grand film en costume, qui raconte le destin mouvementé de Jeanne Vaubernier, une fille du peuple qui rêve d'ascension sociale et qui va parvenir, à force de charme et d'intrigue, à se hisser au sommet en devenant la favorite du roi. Entre Louis XV et Jeanne, c'est le coup de foudre. Le roi retrouve le goût de vivre et c'est un scandale parce qu'à la cour, personne ne veut d'une fille du peuple. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie? Pour aller où? Jean du Barry veut que je vous présente au roi. La comtesse Jeanne du Barry. Voilà, alors ça sort demain, c'est très attendu, c'est entouré de quelques polémiques, notamment sur le retour de Johnny Depp dans un grand rôle, parce que c'est vraiment son grand retour au cinéma, Ouais. après toutes les affaires qui ont encombré son actualité avec C'est son un look ex. qui lui va pas super bien, je trouve. Non, c'est vrai. On remarquera que quand même, il On est habitué à ce qu'il est. il adore être maquillé, grimé et tout. C'est vraiment un acteur qui aime ça, quoi. Et, voilà. Un peu Donc, caméléon. Ça lui va bien. ça sort demain sur les écrans. Faites-vous votre avis sur le retour de Johnny Depp. Jeanne du Barry. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et comme chaque mardi, c'est Thomas Lécuyer qui vous donne un avant-goût alléchant de sa sélection avec son premier conseil cinéma de la semaine, Umami. Oui, un avant-goût, alors c'est le cas de le dire, parce qu'on va parler gastronomie. Gabriel Carvin est un chef étoilé de grande renommée, rien va plus au niveau santé et vie personnelle. Il décide alors de partir au Japon à la recherche d'un chef japonais qu'il avait battu à un concours de cuisine 40 ans auparavant, à la recherche d'un goût qui n'existe qu'au Japon, l'umami. Oh, envoyez les poissons là! Rien. Faut qu'on retrouve notre talent, merde! Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, sucer la courge de son critique. Pauvre connard, va. Voilà, donc on reconnaît Gérard Depardieu. oui. On le reconnaît à la voix et à Oui. l'image, forcément. Exactement, Ouais, ouais, voilà. ouais. Gérard Depardieu complètement lost in translation dans cette fable gastronomique qui raconte le voyage de ce grand chef qui vient de vivre un 5e pontage. Il essaye de recoller les pots qu'il a cassés après toute une vie d'excès. Et la rédemption, va la trouver au Japon, dans un petit restaurant qui paye pas de mine, à la découverte de l'umami. L'umami, c'est une saveur qui n'existe qu'au Japon, que dans la cuisine japonaise, une saveur qui existe vraiment. C'est le 5e goût de base, et je ne sais pas si vous saviez J'ai ça. entendu, oui. Et ça condense les 4 autres goûts, l'acide, l'amer, le salé et le sucré. Donc quand vous mangez un Combinaison, aliment umami, c'est la combinaison de ces 4 goûts. Alors, un peu comme le film, Tu as qui déjà est goûté, un peu toi maladroit. Ouais, j'ai déjà goûté. Moi, le Japon, c'est un de mes pays préférés et je suis assez connais fan. donc ça. Oui. Alors le film est un peu comme ça, il mélange beaucoup de saveurs, de l'amer, de l'acide, du salé, du sucré. Il y a pas mal de maladresse d'ailleurs, mais il y a beaucoup de charme. C'est très tendre, c'est très gourmand. Et puis il y a beaucoup de personnages improbables. Alors évidemment il y a Gérard Depardieu. On est obligé de dire que la peau d'un grand chef au bout de sa vie, qui cherche encore un sens et qui cherche peut-être la rédemption, lui va forcément comme un gant. Aux côtés de Depardieu, il y a Pierre Richard qu'on retrouve avec plaisir en ostréiculteur bon vivant. Et puis il y C'est a bizarre de les Bastien retrouver les deux, Pierre Richard et Depardieu. Ça change des compères. Hein. Ouais, c'est vrai, ça change des compères. Puis on sent justement qu'il y a une vraie complicité entre eux toujours à l'écran. On sent qu'il y a du plaisir à jouer. Puis ça, un film où on voit que les acteurs et les actrices ont du plaisir à jouer ensemble, et ça se ressent en tant que spectateur et spectatrice. Et puis le film est plein de surprises aussi culinaires. On découvre des cochons qui sont élevés avec du hard rock. On découvre plein de petits aliments et des personnages très, très pittoresques au fond de ce Japon méconnu. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et je
vous rappelle que vous gagnez vos places pour aller au cinéma avec la personne de votre choix, voir le film de votre choix. Pour jouer, comment on fait, Elsa? Très facile, il faut envoyer le mot jeu, vos coordonnées complètes par WhatsApp au 079 121 9000. Bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Comme tous les mardis, on parle cinéma et aujourd'hui nous recevons Colline Confort, réalisatrice du documentaire qui sortira demain sur les écrans. Thomas, on parle de cinéma suisse précisément. On parle bien d'un documentaire. On parle bien d'un documentaire sur le parcours hors norme et inspirant de Silke Pan, une acrobate de cirque qui en 2007 s'est retrouvée paraplégique après un accident lors d'un entraînement. Alors Silke deviendra athlète de haut niveau en paracyclisme et va préparer intensément les Jeux paralympiques de Tokyo. Entre deux entraînements, elle nourrit l'espoir de retourner sur une piste de cirque. Allez, go! Silke Pan, comment vous vous présentez? Athlète, paracyclisme et handibike, paratriathlon, vous êtes également artiste de cirque. En 2007, j'ai eu une chute, je suis tombée du trapèze, ce qui m'a rendue paraplégique. Didier Dvorak, vous êtes le mari de Silke Pan. J'étais le porteur, oui. Et vous avez Alors c'est le genre de récit tellement intense que si on le propose pour une fiction, on va dire non mais c'est trop, les gens ne vont pas y croire. Moi j'ai vraiment eu ce ressenti en regardant ce documentaire, alors que tout est vrai, tout est fou, tout est intense. Et d'ailleurs, comme dit son mari et partenaire à un moment dans le documentaire, Didier Dvorak, Silke est un baril de poudre et moi, je suis l'étincelle. Je trouve que ce film, cette phrase du mari résume bien l'esprit de Silke qui a su affronter tous les obstacles. Elle n'a jamais renoncé, elle s'est réinventée en permanence et aujourd'hui c'est la première artiste de cirque paraplégique au monde puisqu'elle a réussi à reprendre sa carrière et ses numéros d'équilibre sur les mains. Moi j'ai été emporté par cette force incroyable et aussi secoué pas mal par les remises en question, les doutes, les envies de baisser les bras, puis la cruauté des choix qui s'imposent à elle. C'est ce qui est un peu au cœur du film, on va en parler avec vous, Colline, dans un instant. La question du choix, le refus de la fatalité, et aussi le renoncement à ses rêves, puis à sa vocation. Ce qui ressort aussi du film, et c'est une des premières questions que je vais vous poser, c'est que finalement, on est toujours maître de notre destin et la fatalité n'existe pas, enfin si, elle existe, mais il tient qu'à nous de lui botter le cul. C'est un peu ça que j'ai retenu du film. Merci pour cette introduction. Est-ce que c'est votre premier long-métrage? Pourquoi vous avez choisi la voie du documentaire, justement? Oui, c'est intéressant. J'ai choisi la voie du documentaire parce que j'apprécie particulièrement la manière de tourner en fait en documentaire et puis les rencontres humaines, bien sûr, qu'on peut faire en filmant du documentaire. C'est vrai qu'à l'école, je me suis assez vite orientée vers le cinéma documentaire. Et puis donc ça nous permet sur ce tournage, on était 3 personnes. Ça permet d'installer des situations et puis de passer beaucoup de temps avec nos personnages et puis d'interpréter en fait la réalité, de poser un regard. Moi, c'est ce qui m'intéresse. On a souvent l'impression que parfois le documentaire, il pourrait y avoir une certaine aridité justement parce que c'est moins fort que la fiction, etc. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est beaucoup plus fort qu'une fiction. On est transporté dans le destin et dans l'intimité de ces personnages. C'est quelque part entre le cinéma de Tim Burton avec ce côté cirque, cette magie un peu de cet univers rêvé. Et puis j'ai aussi pensé un peu à Dourouille d'os, le film de fiction de Jacques Audiard. Je trouve que c'est un mélange des deux, cette histoire que vous nous racontez. Et puis ce qui m'a frappé, c'est l'intensité de la relation entre Silke et Didier, qui sont partenaires sur scène et aussi à la vie. Et je me suis demandé comment vous avez réussi à vous faire une place, vous, dans cette intimité, parce qu'il nous délivre tout dans le film, il nous livre vraiment des confidences très très intenses. Comment vous avez réussi à obtenir ça ? Oui, bon, alors Silke et Didier, je les ai rencontrés déjà en 2018. Eux, ils m'avaient contacté pour faire un premier film pour un exploit sportif. On avait fait la traversée des Pyrénées ensemble. Et puis, c'était vraiment à cette époque où Silke était uniquement à fond handbike et puis vélo haute performance. Et on est partis ensemble dans un camping-car pendant 15 jours. Puis c'est vrai que moi, mes premiers souvenirs avec Silke et Didier, c'était Didier qui conduit sur l'autoroute pour partir dans les Pyrénées, et puis moi avec Silke à l'arrière, on a dormi ensemble, c'était très serré, quoi. Et puis donc cette intimité-là qu'on a déjà construite entre nous, elle a permis cette confiance, puis cette rencontre sans filtre, je crois. Puis donc par la suite, ça a développé cette aussi belle amitié qu'on a. Et qui me permet bien de justement m'insérer entre les deux et de pouvoir obtenir ces fameuses confidences, en tout cas presque des confidences à une amie, quoi. Ouais, alors cette intimité, justement, on la ressent aussi dans votre manière de filmer. Vous aimez bien filmer vos personnages de très près. Il y a beaucoup de cadres serrés, de gros plans sur les visages. Est-ce que c'est un peu votre signature ?
je sais pas si c'est ma signature, en tout cas c'est vrai que c'était très important pour moi de me placer dans le regard de Silke quand on filmait le film aussi, pour aller chercher cette humanité. Silke, elle est souvent décrite comme cette héroïne de résilience, elle est souvent beaucoup connue pour cette ultra performance qu'elle a pu délivrer au cours de sa carrière de handbike. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect humain aussi derrière, et puis ses vulnérabilités, ses fragilités. Et puis ça, pour moi, ça passe aussi à travers le gros plan, ça passe à travers l'observation de son visage. Je trouve que c'est le plus beau mouvement du film, que j'ai revu le film récemment, après beaucoup de temps. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est comment son visage, en fait, éclot au cours du film, et donc ça, je crois que ça passe par le magnifique travail de caméra que Leandro Monti a réalisé, aussi la personne avec qui j'ai collaboré pour ce film. Oui, parce qu'en fait, je m'attendais, Philippe Elsa, à voir un film sur un exploit sportif. Donc, cet acrobate qui est finalement devenu paraplégique décide de devenir championne de handbike. Et en fait, pas du tout. On se rend vite compte que le handbike, c'est pas fait pour elle. Elle, ce dont elle rêve, c'est de retourner sur la piste aux étoiles, de refaire du cirque. C'est ce récit, finalement, qui est au cœur du film. Est-ce que, dès le départ, c'était ça que vous vouliez raconter, ou en fait, au début, vous vouliez faire un documentaire sur le handbike et sur le parcours de Silke en handbike, et que petit à petit, en fonction de l'évolution de Silke, c'est devenu un film sur ce sujet-là, sur son retour au cirque? Oui, alors effectivement, au départ, quand j'ai commencé à concevoir ce projet, j'étais vraiment partie pour faire un film sur son retour, enfin pour partir au Paralympique, pardon. Oui. Et donc, j'étais vraiment partie pour faire un film de vélo sur la performance sportive, et aussi justement les aspects humains derrière cette performance sportive. Et puis c'est au cours de l'écriture que Silke m'appelle et dit voilà, je me suis remis sur les mains. Didier nous envoie ces vidéos où justement elle se met en équilibre, et puis là c'est le bouleversement pour elle et puis pour nous avec le film. Et puis comme dès le départ je suis partie pour faire un film sur elle, c'est un film de personnage vraiment, on embrasse ce chemin aussi avec le projet. Donc vous avez dû adapter votre écriture Oui, on a dû du coup reconcevoir le film, et puis partir aussi dans cette voie, et puis parler de ce retour au cirque plutôt que d'aller au Paralympique. Oui, aujourd'hui, Silke, c'est la seule acrobate paraplégique au monde, et elle a fait la saison à l'hiver au cirque d'hiver de Moudon, je crois, si c'est. Oui, tout à fait. Oui. C'était son premier spectacle, et puis maintenant, elle a quand même une actualité dans le milieu du cirque qui est assez flamboyante, avec une belle reconnaissance. De grands cirques, de grandes familles de cirques, et puis donc là, son actualité à suivre, elle est débordante. Voilà, en tout cas, La vie acrobate, c'est dès demain sur les écrans, et je vous invite à aller découvrir ce parcours incroyable, inspirant, fort et inattendu. C'est une très belle histoire. Magnifique, belle histoire, effectivement. Merci beaucoup, La vie acrobate, donc dès demain, dans les salles obscures. Merci beaucoup, Colline Confort, d'être venue nous parler de ce film aujourd'hui. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Déjà que le film fasse plein d'entrées, il faut aller le voir. Je pense que c'est une histoire qui est importante, et puis qui puisse vivre sa vie en salle de cinéma. Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et c'est comme ça tous les mardis avec Thomas Lécuyer. Retour sur les sorties de la semaine, et ça commence avec Fast and Furious. C'est demain, le 10. C'est demain, le numéro 10, l'avant-dernier épisode de la saga culte qui fait... Voilà, pour résumer les dialogues du film avec Vin Diesel et toute sa clique, exactement. Les portes sont verrouillées. C'est aussi demain la sortie sur les écrans de Jeanne Dubarry, le film en costume de Mai Yuen, avec Johnny Depp dans le rôle de Louis XV et Mai Yuen dans le rôle de Jeanne Dubarry, qui fera l'ouverture du Festival de Cannes ce soir. On aura aussi demain sur les écrans Umami de Sonny Slow avec Gérard Depardieu. Gérard Depardieu qui incarne un chef qui voyage au fin fond du Japon à la recherche de cette saveur mystérieuse, l'umami. Et puis le documentaire de Colline Confort sur un incroyable parcours de l'acrobate Silke Pan, La vie acrobate. On a reçu Colline il y a quelques minutes sur ce plateau. Silke Pan, devenue paraplégique, championne de paracyclisme, et qui remonte de nouveau sur la piste aux étoiles avec des numéros d'équilibre. Un documentaire magnifique.
Voilà, et ça n'a pas manqué. Et c'est effectivement dès demain sur les écrans. Pour la semaine prochaine, mon cher Thomas. Et pour la semaine prochaine, on espère que notre envoyé spécial Jérémy Amsalag aura des belles choses à nous ramener du Festival de Cannes, puisqu'il est sur place depuis ce matin, c'est ça ? Oui, c'est bon, il est sur place, effectivement. Et on aura aussi d'autres sorties que des sorties cannoises, avec notamment Hawaï, une comédie française qui envoie Bérénice Bejo, Élodie Boucher, Manu Payet et Nicolas Duvauchel en vacances à Hawaï. On aura un drame qui est présenté d'ailleurs en compétition au Festival de Cannes avec Virginie Efira et Melville Poupeau, qui s'appelle L'amour et les forêts. On aura aussi une adaptation en images réelles des Chevaliers du Zodiaque, et à mon avis, ça pique les yeux. Vous savez, le dessin animé de notre enfance. Enfin, de notre enfance. De mon enfance, de votre enfance aussi ? Pas de l'enfance d'Elsa. Si vous voulez me traiter de vieux aujourd'hui, c'est mal paré. Hein. Mais non, on parle aussi le live action de la petite sirène, le Disney qui sort la semaine prochaine, qui a fait beaucoup parler de lui avec son casting dont on a beaucoup débattu, etc. On en reparlera justement la semaine prochaine. La petite sirène en images réelles. Eh bien, merci, on a hâte de découvrir tout ceci. Et puis, effectivement, on est à l'affût de tout ce qui pourrait se passer sur la croisette avec Jérémy Amsalag, qu'on retrouve chaque matin pour ses aventures. Alors, c'est plus dans les rues de Paris pendant quelques jours, vous l'avez compris, c'est sur la croisette de Cannes. Et à mon avis, il nous réserve pas mal de surprises. On aura des bonnes surprises du côté de Cannes. Avec les Cannois. Avec les Cannois et pas les Canets, comme il a dit tout à l'heure, effectivement. Est-ce qu'il va croiser des cons de mime ? Ça, on va lui poser la question. Merci Thomas Lécuyer. Belle semaine. Merci. Vive le cinéma.